Bon, bonsoir alors à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence du docteur Ansgar Hushmo-Buking, psychothérapie et psychédélique, aspect théorique et pratique organisé par la Société psychédélique de Lyon. D'abord, un très grand merci à Ansgar d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très fans de son travail ici à la Société psychédélique de Lyon. Alors, c'est un très grand plaisir de parler avec lui aujourd'hui d'un sujet qui nous passionne à tous. Ansgar est médecin, psychiatre et psychothérapeute, ainsi que professeur à l'Université de Fribourg en Suisse. Il est originaire d'Allemagne et il vit depuis 20 ans en Suisse romande. Au cours de son parcours professionnel, il a mené des recherches dans diverses universités, dont Harvard aux États-Unis, sur les mécanismes neurobiologiques qui conduisent à la dissociation traumatique. En tant que clinicien, il se spécialise dans le traitement des troubles post-traumatiques et des addictions. Et actuellement, il mène un projet de recherche à Fribourg sur le thème du burn-out. En outre, il est un des rares psychiatres en Europe qui, avec une autorisation spéciale de l'Office fédéral de la santé publique en Suisse, est autorisé à pratiquer sur certains des patients des thérapies avec des substances telles que le LSD et la MDMA. Alors voilà, Ansgar vous expliquera ça mieux que moi. Pour tout le monde qui nous regarde aujourd'hui via YouTube, Gaëlle sera là pour prendre vos questions et les posera à Ansgar à la fin de sa présentation. Alors, merci de poser toutes vos questions sur le chat YouTube pendant la conférence et après. Alors, je te donne la parole. Alors, Ansgar, et merci encore. Tu peux partager ton écran. Je partage mon écran. Maintenant, oui. Voilà. Donc, je parie que maintenant mon écran est visible. Je remercie Kali pour la gentille introduction. Je remercie toute l'équipe de la Société psychédélique de Lyon pour l'accueil que vous m'avez fait et pour les échanges que nous avons eus pour préparer cette présentation. Et je remercie aussi toute personne qui me prête son attention ce beau soir du printemps. Donc, je vais vous parler de la psychothérapie avec les psychédéliques et surtout avec l'angle d'un psychotraumatologue. Parce que moi, j'estime que la compréhension du trauma psychique et surtout la dissociation est un élément clé pour vraiment comprendre comment accompagner les personnes dans un processus transformatif. Et j'essaie de répondre à vos questions vers la fin. Je vous remercie de rester sur les aspects qui sont compatibles avec une pratique légale de ces substances, comme il est le cas dans le cas de la recherche ou dans des rares cas en Suisse, avec autorisation de l'Office fédéral de la santé en Suisse. Donc, j'essaie de changer de... Maintenant. Voilà. Donc, juste, vous connaissez certainement, pour la plupart de vous connaissez certaines œuvres de littérature. Je voudrais juste mentionner un des grands pionniers de ce travail, qui est Stanislav Grof, qui a déjà pratiqué ces thérapies dans les années 50 et 60, qui a participé à la recherche, qui a écrit plusieurs livres qui font toujours une référence importante, qui a développé aussi la respiration holotropique, une approche qui passe par ces états de conscience modifiés sans utilisation de substances et qui a développé aussi une approche, la psychothérapie transpersonnelle, qui est important à connaître quand on veut accompagner des personnes dans ce genre de processus. Donc ça, c'est toujours une référence. Après, dans la culture alémanique, germanophone, il y a eu, dans les années 2000, il y a eu un livre qui a été publié par Henrik Junger-Berle, qui était très important à l'époque et qui reste toujours aussi une référence importante et qui nomme notamment les substances qui nous intéressent le plus, c'est la LSD, la psilocybine et la MDMA. Du côté français, vous connaissez certainement tous les livres d'Olivier Chambon.
qui en France essayent de promouvoir ces approches. Donc ça aussi, c'est important de savoir que ça fait, oui, parfois de longues années que certains professionnels essayent d'œuvrer dans la promotion de ces approches. Et bien sûr, maintenant, depuis quelques années, on assiste à une sorte d'explosion de l'intérêt public dans les médias, mais aussi dans la recherche. Et il y a eu beaucoup de gens autour de vous qui connaissent certainement le livre de Michael Pollan, qui d'abord était publié en anglais et qui a été traduit il y a 2 ans à peu près en français, Comment changer votre esprit. Donc, on est en plein dedans ce qu'on appelle la Renaissance, sachant que les bases ont été posées par des chercheurs comme Stanislav Grof il y a 60-70 ans déjà. En Suisse, la situation est particulière parce que nous avons la grande chance d'avoir des autorisations qui sont émises par le gouvernement suisse, par l'Office de la santé, et c'est surtout les travaux de précurseurs de son président, donc le président de l'association des médecins qui œuvre pour la thérapie psycholytique. En Suisse, c'est la SEPT, on dit en allemand, et c'est son président Peter Gasser qui a mené d'abord des recherches et qui a pu publier ses recherches et que par la suite, il a pu établir des contacts avec les autorités pour permettre de continuer ces approches, pas seulement restreint à la recherche, mais aussi de pouvoir offrir ça à la population. Donc, en principe, tout patient, si on trouve un médecin qui peut faire les démarches, a accès à ces thérapies, mais ça reste encore très, très exceptionnel. Il y a très peu de thérapeutes. Il y a toute une grande nécessité de former les thérapeutes aussi, et aussi au niveau de l'encadrement, des assurances, le cadre légal, tout. Il y a beaucoup de choses qui restent à clarifier et sur lesquelles on doit encore œuvrer beaucoup. Mais il y a le mérite incontestable de Peter Gasser d'avoir fait beaucoup avancer ça et que c'est un peu grâce à lui que je suis capable d'aussi proposer ces thérapies. Donc, les substances avec lesquelles je peux travailler, c'est surtout la kétamine, qui est une substance légale, à ma connaissance aussi en France, et qui est bien connue en médecine, même en médecine vétérinaire, et qui induit un état dissociatif intense. Et on peut utiliser cet état dans le cadre psychothérapeutique. Et je pense que c'est déjà un traitement très intéressant. C'est des séances qui ne durent pas trop longtemps, qui sont tout à fait légales, pour lesquelles on n'a pas besoin d'une autorisation spéciale et dans lesquelles on peut accompagner les patients dans l'exploration d'un état de conscience modifié profond. Moi, j'appelle ça toujours, j'explique ça aux patients, je dis, ça correspond à une sorte de congé qu'on prend de soi-même et de son corps. Et pour beaucoup de patients, surtout ceux qui sont en dépression chronique, c'est une révélation, c'est la première fois, parfois depuis des années, qu'ils s'expérimentent dans un état de légèreté et d'ouverture. Et ça, c'est extrêmement précieux de pouvoir proposer ça aux patients. Les autres substances qui sont intéressantes, bien sûr, c'est la MDMA et bien sûr aussi la LSD qui a été découvert en Suisse en 1938 ou alors en 1943 par Albert Hofmann, et que donc la Suisse a une certaine tradition vis-à-vis de cette substance, et donc on peut travailler avec cette substance en Suisse. Et depuis quelques semaines, on peut aussi rajouter à ces éventails de substances la psilocybine, pour laquelle on vient de recevoir l'autorisation de l'utiliser aussi pour la thérapie assistée par substance, avec l'autorisation des autorités suisses. Donc la psilocybine maintenant fait partie aussi des substances qu'on peut utiliser pour ça en Suisse. Pour chaque patient, il faut faire un dossier individuel où le thérapeute il doit expliquer l'anamnèse, l'histoire, les traitements déjà entrepris et les raisons pour lesquelles le thérapeute pense qu'une telle thérapie pourrait avoir du sens.
Donc, c'est un des dossiers assez conséquents qu'on doit faire, mais on peut le faire et les autorités sont globalement assez ouvertes à ce genre de demande. Mais je veux aussi donc formuler des mises en garde, les précautions, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'attentes magiques vis-à-vis de ce genre de thérapie, ce que j'appelle expectancy bias. Beaucoup de gens pensent que c'est vraiment des pilules miracles qui vont résoudre des problèmes profonds en quelques heures ou en quelques séances. Donc, j'entends souvent des phrases qui disent une séance vaut 10 ans de thérapie, ou alors les gens pensent qu'enfin, ils ont découvert le vrai moi, et qui veulent au plus vite faire une séance à l'LSD sans vraiment prendre la peine de se renseigner et d'investir dans la relation thérapeutique qui doit être vraiment très, très solide. Donc, il y a beaucoup d'intérêt et parfois un manque un peu de recul presque vis-à-vis de ces approches, parce que ça reste des approches expérimentales et très intenses, et pour le patient, mais aussi pour le thérapeute qui accompagne un tel processus. Et il y a aussi beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique en ce moment. On peut appeler ça un publication bias, parce qu'en ce moment, il y a un tel intérêt qu'il est relativement facile de publier des articles en ce moment quand on parle de psychédéliques dans le titre, et on arrive facilement à publier. Alors, ce qui n'est pas le cas avec d'autres substances, avec les opiacés, c'est beaucoup plus difficile. Et avec d'autres contextes, alors que dans d'autres domaines, il y a aussi des recherches très intéressantes et importantes à mener, et qu'avec les psychédéliques en ce moment, j'ai l'impression on publie très facilement. Et bien sûr aussi dans les médias, il y a pas une semaine qui passe en Suisse et en Allemagne ou dans le monde où il y a des grands titres dans les journaux qui parlent de ces thérapies, et bien sûr, ça augmente aussi cette attente de la population vis-à-vis de ces approches. Mais là, je dois encore, comme j'ai dit, prononcer des mises en garde, parce qu'il ne s'agit pas d'un processus anodin. Donc, souvent, c'est des personnes en crise ou en crise qui dure très longtemps, qui sont en dépression chronique, en désespoir, des troubles paniques, et qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus, il y a quelque chose qui se passe de grave dans leur vie, et ils en ont tellement marre de leur état qu'ils veulent vraiment trouver, coûte que coûte presque, la solution pour aller mieux. Et ça, c'est tout à fait justifiable, mais il faut se rendre compte que c'est des processus très intenses. Donc, je compare ça souvent à cette princesse qui perd son jouet préférable, un ballon en or, dans un puits profond, et qui est désespérée, qui ne sait plus quoi faire, qu'elle a perdu son précieux, et que tout d'un coup, il y a une bête qui arrive, une grenouille moche, et qui va lui proposer de l'aide, et elle fait un pacte avec cette grenouille, et elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Et l'histoire continue, comme vous le savez, et par la suite, il y a une transformation qui touche et la fille, qui se transforme en une personne qui veut tuer un autre, et qui devient un être très agressif, en colère, et qui n'est pas reconnaissable en quelque sorte. Et aussi la grenouille, si on veut peut-être le thérapeute, qui s'expose aussi à une transformation. Ou alors peut-être c'est la grenouille qui est le patient. Parfois, on ne sait plus qui joue quel rôle. Et ça, c'est important aussi dans ces approches, que les rôles attribués, qui est l'expert et qui n'est pas l'expert, ça peut considérablement se modifier au cours d'une telle thérapie. Donc ça, ce sont des processus d'une grande intensité, et qu'il ne faut pas sous-estimer à se lancer là-dedans. Et donc, je pense on fait bien de prononcer des mises en garde, et de dire aux gens, préparez bien une telle approche, choisissez bien votre thérapeute, et prenez le temps pour préparer cette expérience. Donc, ce n'est pas du tout comme dans les films de Walt Disney que une telle expérience, ça correspond à un baiser d'une princesse, et tout d'un coup, tous les problèmes sont résolus et on vivra heureux pour le reste de nos jours. Mais c'est plutôt l'ouverture, comme on dit souvent, d'une boîte de Pandore,
où on ne sait pas de ce qui va nous arriver par la suite. Et parfois, voilà, les gens regrettent presque aussi d'avoir fait ce pas. Hein. Donc, il faut être prêt à un processus intense et profond et durable, hein, qui prendra du temps. Mais si une fois donc on est parti pour une séance, donc ça aussi, ça mène à un setting, donc un contexte thérapeutique qui correspond quand même à un changement de paradigme par rapport au paradigme classique où on se voit en face dans des fauteuils ou sur un canapé. Mais parce que le patient, il est dans cet état pendant de longues heures souvent, il est souvent allongé, il est centré sur lui-même, il y a la musique aussi qui est très très importante pour l'encadrer le voyage. Et il y a la règle des 3 S hein, qui est souvent citée, qui est tout à fait juste. Donc bien sûr, il s'agit de savoir de quelle substance il s'agit, quel est le profil de la substance, la durée, est-ce qu'il y a des effets secondaires à considérer. L'autre S, c'est le set. C'est le set, on veut dire, c'est le mindset. C'est l'état psychique de la personne qui va entreprendre la démarche et qui, par l'expérience psychique va s'approfondir, ça va émerger et ça dépendra bien sûr du set dans lequel se trouve le patient, donc la personne qui va faire cette thérapie. Et l'autre facteur très très important qu'on voit sur cette photo, c'est le setting, c'est-à-dire l'endroit, l'aménagement qui est mis à disposition pour essayer de faciliter au mieux possible le processus. Donc souvent, comme j'ai dit, il y a la musique qui est très importante, il y a les fleurs, il y a des objets de la nature, il y a des symboles, il y a des bougies, de l'encens aussi qu'on brûle, il y a parfois des instruments de musique, il y a du chant. Tout ce qui est en lien avec le sensoriel peut avoir de l'importance. Et aussi, quelque chose qu'on néglige beaucoup dans les thérapies traditionnelles, c'est le contact physique, l'aspect corporel. Là aussi, ça nécessite une formation souvent pour les thérapeutes parce que le contact physique, par moment, ça peut faire partie à encadrer correctement une telle approche. Donc ça a comme conséquence aussi que parfois il faut avoir un binôme de thérapeutes, donc il faut avoir si possible un homme et une femme pour être prêt à accompagner l'activation des patterns, donc d'attachement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes chez les patients. Donc souvent, ça nécessite, c'est quand même mieux d'avoir un binôme homme et femme de thérapeutes. Et ça aussi, c'est souvent difficile à organiser. Et je ne parle pas maintenant des questions au niveau de la prise en charge financière qui aussi va représenter des défis majeurs pour ce genre de thérapie. Comme j'ai déjà mentionné ou comme ça a été dit, je m'intéresse beaucoup à la psychotraumatologie. Je suis aussi un praticien EMDR et je trouve cette approche qui a été introduite en psychothérapie il y a une trentaine d'années a beaucoup de mérite et je m'inspire régulièrement de cette approche. Et j'ai une phrase que j'aime bien, surtout, c'est cette phrase « Stay out of the process ». Donc, ne te mets pas dans le processus du patient, en quelque sorte. Il faut laisser aller le processus dans lequel plonge le ou la patiente et essayer de ne pas trop interférer, même si parfois on a envie de le rassurer, de dire non, c'est pas vrai, ça c'est que des idées, que des pensées, c'est que des souvenirs qui émergent. Mais on reste plutôt en retrait et on a une présence bienveillante, présent auprès du patient, de la patiente, mais on n'essaie pas trop d'interférer parce que c'est le processus qui est précieux et qu'il faut laisser faire son travail. Donc, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai appris en EMDR et donc c'est une règle importante. Et si on laisse passer le processus, souvent dans ce qu'on peut observer au cours d'une séance, au cours de toute une série de séances ou d'une prise en charge, que le process va quand même dans la direction de la guérison. Donc, même si parfois on a l'impression que c'est un bad trip, c'est un mauvais trip, que le patient est en souffrance énorme, il a des doutes, il veut arrêter.
mais quand on arrive à faire avancer, bouger, rester dans le processus, souvent, il y a ce soulagement qu'on peut constater que le processus va dans la bonne direction. Trust the process. Maintenant, je viens un peu plus sur la dissociation traumatique parce que j'estime que c'est vraiment le problème principal ou le phénomène clinique principal avec lequel on doit se confronter dans ce genre de thérapie. Et je rappelle que le trauma, c'est une dialectique entre d'un côté l'évitement de quelque chose qui est insupportable, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas nommer, qu'on veut pas, qui est juste, ça dépasse notre idée du monde et de l'humain. Donc, l'un côté, l'évitement, et de l'autre côté, c'est l'intrusion traumatique qui va se faire de toute manière. Donc ça, c'était magnifiquement formulé par Judith Herman dans son livre Trauma and Recovery, avec la phrase « Les atrocités refusent d'être enterrées ». Donc, au plus tard, dans une thérapie psychédélique, souvent, les traumas émergent. Et il faut être prêt à accueillir ça et accompagner ça, cette émergence des traumas graves et lourds, qui souvent ont été enterrés pendant longtemps, voire parfois plusieurs décennies. Donc, je précise encore plus l'importance du trauma en donnant quelques chiffres statistiques d'épidémiologie, parce qu'on a tendance à dire les traumas, c'est des incidents qui arrivent rarement dans la vie des gens. C'est exceptionnel, c'est même la définition du trouble post-traumatique, c'est un stress exceptionnel, mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, et c'est plutôt des choses qui arrivent souvent et qui laissent des traces donc là, c'est une étude importante américaine, National Comorbidity Survey, où ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'ils ont eu comme trauma avant l'âge de 13 ans. Donc, ce sont des enfants et des jeunes préadolescents. Donc, on a demandé aussi à des adultes, mais on demande avant l'âge de 13 ans, qu'est-ce que vous avez vécu comme trauma? Et donc, on constate que c'était des situations graves, comme la mort subite d'un proche, être victime d'un accident grave de la circulation. C'est une maladie grave qui menace la survie. C'est des attaques sur l'intégrité physique et sexuelle. C'est des catastrophes naturelles. Toutes ces choses-là arrivent aux enfants et jeunes préadolescentes à hauteur de 40% pour l'ensemble des événements traumatiques, 40% avant l'âge de 13 ans, ou alors la violence sexuelle qui arrive aussi à hauteur de 9% à peu près chez ces personnes. Donc ça, c'est la population générale, ça arrive à tout le monde en quelque sorte. Les chiffres sont plutôt les mêmes en Europe aussi. Et j'ai montré ce tableau parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas de différence entre les couches sociales ou les couches selon l'éducation qu'ils ont reçue. Ça concerne tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence dans cette prévalence entre les personnes à haut niveau, à moyen niveau, au faible niveau de formation socioculturelle. Donc, ça arrive et ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est notre statistique épidémiologique qui dit, en principe, vous voyez le chiffre 38,2, je le marque ici, 38,2% de la population générale adulte en Europe souffre d'un trouble psychiatrique diagnosticable pendant les derniers 12 mois. Donc ça, c'est la prévalence à 12 mois. Dans la population générale, donc vous et moi en quelque sorte, et à peu près 40% a un trouble diagnosticable, au moins un, sur les derniers 12 mois. Donc ça, c'est des chiffres durs qu'on a sur la prévalence et donc l'importance des troubles psychiatriques dans la population générale. Donc, si on voit le trauma, donc on a ici le diagnostic PTSD à 2%. À mon avis, donc c'est une sous-estimation éclatante de l'importance du PTSD parce qu'il n'y a pas de PTSD complexe dans ce tableau, donc il n'y a pas tous les diagnostics qui nous intéressent. Mais déjà, avec les diagnostics qui ont été évalués dans ces études, on arrive à un taux très, très élevé de souffrance psychiatrique dans la population générale.
Et après, quand on donne encore une autre statistique qui est importante, c'est le ACE Study, Adverse Childhood Experiences, ou en français les expériences adverses pendant l'enfance. Donc ça, c'est une autre étude où on a demandé aux gens jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'est-ce que vous avez eu comme situation, surtout dans le ménage, ou dans le contexte familial. Donc il y a eu neuf différents facteurs de stress majeurs pour les enfants et les adolescents, de la maltraitance émotionnelle, physique ou sexuelle, de la négligence dans le cadre de la famille, ou alors le dysfonctionnement, la violence entre les parents, les troubles psychiatriques chez un parent, l'incarcération chez un parent, ou alors une maladie autre. Donc, quand on regarde tous ces facteurs de stress, hein, selon cette recherche, on donne un score de 1 à l'occurrence d'un de ces catégories. Donc, on peut cumuler ces catégories aussi, on peut avoir plusieurs ACI, et donc on arrive à des chiffres assez terrifiants, je trouve. Je montre ici au milieu, le 32,7%, ça c'est ceux de vous et de moi, de la population générale, qui n'ont pas eu affaire avec un trauma, un effet, un incident ou un traumatique grave pendant le développement jusqu'à l'âge de 17 ans. Seulement 32,7%, un tiers, un ACI score de 0. Donc seulement un tiers de nous, en quelque sorte, a la chance de grandir sans être exposé à une situation chronique stressante à la maison ou dans l'entourage dans lequel il grandit. Alors que quand on regarde un ACE score quand on cumulatif, on arrive quand même à 10% de la population qui ont grandi avec de multiples facteurs de stress chroniques pendant leur phase de l'enfance et de l'adolescence. Ça, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de gens entre nous qui ont vécu beaucoup de facteurs de stress. Et quand on fait par la suite, et ça, c'est le tableau en bas, quand on fait des corrélations entre ces ACE scores avec d'autres problèmes de santé, par exemple les addictions ou l'hypertension artérielle ou le diabète ou même des problèmes sociaux professionnels, à savoir perte d'emploi, des dettes, etc. Quand on fait des corrélations, on constate que ça corrèle de manière hautement significative. Donc, plus que vous avez des facteurs de stress dans l'enfance avec lesquels vous avez dû vous arranger, plus vous avez le risque d'avoir des problèmes somatiques, psychiatriques et des problèmes économiques et professionnels plus tard dans la vie. Ça, c'est la science dure, donc les chiffres sont là. Et c'est connu, donc il y a ce livre, par exemple, de Ruth Lanius, qui résume toutes ces évidences et qui arrive à la conclusion, en principe, que nos sociétés modernes on nage dans un océan, en quelque sorte, de trauma, mais on n'en parle pas. On fait comme s'il n'y avait rien été et que c'est normal. Et d'appel, donc, le sous-titre de ce livre, The Hidden Epidemic, c'est l'épidémie cachée du trauma dans nos sociétés. Donc, je pense que ça, c'est important de rappeler quand on se lance dans les thérapies psychédéliques parce que le trauma et la dissociation vont émerger à de nombreuses occasions. Maintenant, je parle de la dissociation et du contraire de la dissociation, c'est l'intégration. L'intégration, c'est normalement la vision d'ensemble, c'est la vision holistique. On peut tout voir sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Et concernant le psychisme, normalement, notre conscience, notre attention, en quelque sorte, neurobiologique, on peut appeler ça la working memory, la mémoire de travail. Ce qui est important, les flèches vertes ici, on peut aller plus ou moins librement se promener dans les souvenirs et dans le passé. On peut dire, oui, ça j'ai vécu et maintenant, je peux utiliser mes expériences pour gérer le présent et même anticiper le futur. Donc, normalement, le passé est accessible à la mémoire de travail du présent et qu'on a plus ou moins la vision d'ensemble en ce qui concerne notre vie. Ça, c'est de l'intégration normale. Maintenant, une personne traumatisée, dissociée, elle aura une capacité de mémoire de travail pour le présent qui est en quelque sorte parasitée, qui n'est pas entière, parce que le passé est comme une sorte de parasite
qui prend beaucoup d'énergie sur la présence dans l'ici, dans le maintenant, et qui en même temps, ça c'est les flèches vertes et la ligne noire ici, n'est pas accessible. Donc si la personne veut se souvenir, veut accéder à son passé traumatique, elle n'arrive pas. C'est un blocage. Hein. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est le blocage parce que ça aussi, ça fait trop peur. Et la charge traumatique, elle a tendance à faire éruption dans le présent sous forme d'intrusion traumatique, sous forme de flashback, des attaques de panique, des envies de consommer des substances. Et ça, c'est en quelque sorte du sabotage quotidien que ces gens vivent du matin au soir parce qu'ils sont hantés en quelque sorte par les mémoires traumatiques, par la mémoire traumatique du passé. Et ça est tellement épuisant pour la personne de survivre dans cette instabilité qu'elle a souvent peu de ressources à planifier, anticiper le futur. Parce que l'énergie, la capacité d'être présent dans l'ici, dans le maintenant, est parasitée par une énergie traumatique de la mémoire traumatique. Ça, c'est la dissociation structurelle traumatique. On appelle ça aussi l'énergie, la mémoire traumatique qui est active au présent. On appelle ça aussi le emotional part en anglais, ou en français la partie émotionnelle, hein, qui de temps en temps se réveille et fait éruption, mais en quelque sorte, elle est là tout le temps, tout le temps. Et la partie qui essaye de gérer un peu la vie tous les jours, hein, c'est la partie qui vient, par exemple, aux consultations, qui va travailler, qui va s'occuper des enfants, qui paye les factures. Ça, c'est la partie apparemment normale, qui essaye de gérer la vie avec une façade de normalité, mais sur le fond, cette partie, elle n'est pas normale, elle est seulement apparemment normale parce qu'elle est hantée par les intrusions et l'évitement vis-à-vis du trauma. Donc ça, c'est très important d'avoir ce modèle en tête. Et c'est surtout donc une équipe de psychiatres, psychothérapeutes et neuroscientifiques hollandais qui ont développé cette théorie de la dissociation structurelle, qui, à mon avis, est très bien, qui exprime très bien la problématique d'une personne traumatisée. J'ai plus ou moins déjà raconté les choses les plus importantes. Donc, il y a les deux sous-systèmes, c'est le emotional part et la partie apparemment normale. Normalement, vous, dans la vie de tous les jours, vous interagissez entre vous avec la partie apparemment normale et la partie émotionnelle, elle est cachée, hein, mais parfois elle émerge sous forme de crise. Et on peut comprendre cette division de la personnalité comme le résultat d'une rupture, hein, parce que le trauma était trop fort, trop profond pour être absorbé, intégré, digéré de manière harmonieuse. Donc, elle a laissé une cassure durable chez la personne. Et on peut l'interpréter aussi comme une tentative d'adaptation. La personne, elle essaye de survivre avec cette cassure en s'adaptant au mieux possible. Et les symptômes sont multiples de cette cassure, hein, et ça peut avoir toutes sortes de symptômes psychiatriques qu'on peut appeler négatifs, comme une amnésie, une paralysie, on ne peut plus bouger une jambe, ou positifs, comme même entendre des voix, parfois ça arrive, ou avoir tout un coup des douleurs, qu'on n'arrive pas à s'expliquer, etc. Donc il y a beaucoup de symptômes qu'on peut mettre sur le compte de cette dissociation. Et ça peut émerger pendant les thérapies psychédéliques aussi tout d'un coup. Je vais encore donc juste préciser la différence entre un trauma simple. Le trauma simple, c'est un événement qui est limité dans le temps et en principe, on le survit si on le survit, et après, on est en sécurité et on peut se ressourcer en quelque sorte, on peut lécher ses plaies. Par contre, les situations que je mentionnais avec les Adverse Childhood Experiences, ce sont typiquement des situations où les gens ne peuvent pas s'échapper. Ils doivent s'arranger avec la situation et ils peuvent seulement survivre s'ils font profil bas en quelque sorte. On appelle ça aussi le syndrome de Stockholm, et parce que la victime, elle va s'arranger avec l'agresseur en quelque sorte, elle va essayer de trouver un mode de survie, et qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Par exemple, le récit de Natascha Kampusch qui a vécu en captivité pendant 8 ans chez un homme en Autriche,
Ou alors, cette captivité, on peut aussi avoir lieu dans la collectivité. Ça peut concerner aussi une collectivité comme un peuple ou une entreprise. Voilà, j'ai donné des exemples en bas. Même dans les familles ou dans le monde du travail, on trouve des mécanismes de captivité dans lesquels les gens doivent s'adapter pour survivre. Et ça, c'est des choses qui marquent profondément la personne. Et ce marquage, il se trouve ce plan biologique, neurobiologique, mais surtout au niveau psychologique, avec surtout 3 choses que je souhaite mentionner. C'est les phénomènes qu'on peut observer chez les patients. C'est, comme j'ai déjà dit, le évitement phobique de la mémoire traumatique. On a tendance à éviter à tout prix cette mémoire traumatique qui nous dépasse. L'autre effet, c'est le déficit de contextualisation, à savoir la personne, elle n'est pas présente dans le ici et dans le maintenant, elle est un peu quelque part dissolue dans le passé, dans son énergie, et sa perception de la réalité est fortement biaisée par la charge traumatique. Elle n'est pas dans le contexte du présent. Et le dernier facteur, c'est l'attachement traumatique. Donc, les personnes ont tendance à s'attacher et à s'arranger dans les relations avec une situation de maltraitance. Et ça, c'est très profond et c'est très présent dans les schémas relationnels d'une telle personne. Maintenant, je pense, ça c'est pour moi les grandes raisons pourquoi ça vaut la peine de vouloir essayer de traiter ces personnes avec les psychédéliques. Parce que moi, je suis d'avis, et ça c'est vraiment ma vision des choses, que l'évitement phobique de la mémoire traumatique, elle est bien traitable. On peut l'aménager en quelque sorte, surtout avec la MDMA. Je vais vous expliquer pourquoi prochainement. Et le déficit de contextualisation, qui est aussi un mécanisme très, très important dans la traumatisation chronique, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut surmonter à l'aide des psychédéliques, parce que les psychédéliques vont nous présenter le contexte de maintenant de manière drastique. Mais la chose la plus difficile à traiter, à mon avis, c'est le traumatic attachment, l'attachement traumatique. Et pour cela, il faut vraiment s'engager dans un processus psychothérapeutique en bonne et due forme, dans la durée. Parce qu'il s'agit d'aider la personne à établir des connexions, des relations dans la vie normale, dehors, dans les relations dehors, et pas surtout dans la relation thérapeutique uniquement. Donc les mécanismes neurobiologiques, je l'ai juste mentionné dans le carré vert, c'est neurobiologique, on peut voir des phénomènes au niveau de l'apprentissage, fear extinction learning, ou alors la consolidation de la mémoire traumatique. Ça, c'est des mécanismes qu'on peut aujourd'hui bien voir dans les recherches neurophysiologiques. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, la compétence la plus importante là-dedans, c'est la compétence psychothérapeutique, parce que ce n'est pas la substance elle seule qui va faire le travail, c'est l'accompagnement avec un thérapeute, une thérapeute compétente qui peut accompagner la personne dans tout cela. Donc, encore une fois, ce n'est pas la substance elle toute seule qui va faire le travail de guérison ou de transformation, c'est vraiment l'échange et l'authenticité et la présence bienveillante de la thérapeute ou du thérapeute. Maintenant, juste pour expliquer pourquoi je suis de l'avis que la MDMA est une substance importante pour dépasser, surmonter l'évitement phobique de la mémoire traumatique. Vous voyez ici à gauche, c'est un scan qu'on fait quand on demande aux gens de se mémoriser activement des événements de leur vie. Et quand c'est des éléments douloureux, traumatiques, on voit que ici, l'amygdale et l'hippocampe s'allument fortement. Quand vous vous souvenez quelque chose de dramatique, traumatique, l'amygdale, elle s'active, et l'amygdale est le noyau de la peur et de la colère et des choses, des sensations désagréables. Donc, quand on se souvient de quelque chose de difficile, c'est très désagréable. Ça, c'est la norme. Maintenant, à droite, vous voyez, quand on donne la MDMA, c'est le contraire qui se passe. Au lieu de s'allumer, l'amygdale va se calmer. Donc ça, c'est fondamental comme effet de la MDMA, parce que comme ça, on peut accéder tranquillement à ce vécu traumatique, cette mémoire traumatique. Et c'est ça que racontent aussi les personnes, les patients.
quand ils ont pris de l'MDMA, j'arrive à voir les choses qui étaient avant inimaginables. Et je savais que c'était là, mais ce n'était pas possible d'y aller. Ça, c'est un effet de la MDMA, donc ça calme l'amygdale. Après, on arrive sur l'autre mécanisme du trauma, c'est, comme j'ai déjà dit, le déficit de contextualisation, que les gens ne sont pas dans l'ici, dans le maintenant. Moi, j'ai fait une étude là-dessus il y a quelques années. Donc, au moment de se souvenir, en principe, qu'on n'a plus peur, extinction recall, en principe, de se souvenir, je suis en sécurité. En ce moment-là, les personnes traumatisées, ils ne reconnaissent pas correctement cette situation. Il y a une zone corticale qui reste hautement active, c'est le cortex singulaire dorsal antérieur, ici en jaune, qui est trop actif. En même temps, une autre zone du cortex préfrontal, elle n'est pas assez active, elle est hypoactive, on appelle ce cortex préfrontal ventromédial. Et la combinaison entre ces deux centres fait que la personne ne reconnaît pas bien une situation sécure. Au lieu de se dire « je suis en sécurité, je le sais, je l'ai appris », elle va se dire « ah non, il y a un problème, je risque à nouveau d'être maltraité, je ne suis pas en sécurité ». Et c'est ça que vivent les personnes traumatisées constamment, ils ne se sentent jamais en sécurité. Safety never. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut appeler le deficit of contextualization, qui est un problème fondamental de ces personnes. Maintenant, quand vous prenez les psychédéliques comme la psilocybine ou le MDMA aussi, ou alors l'ayahuasca, j'ai sorti toutes ces études-là, vous voyez que ces centres que j'ai mentionnés ici en rouge sont activés d'une autre manière et avec une connectivité autre que normalement. Donc ça explique que la manière de voir le monde et de rester dans des ruminations de peur et de dépressivité, ça va changer de manière drastique. Ici, vous voyez en rouge, en orange, le jaune, c'est le default mode network, on appelle ça. Les personnes sont figées à toujours penser les mêmes pensées de soucis, de peur et de mauvaises images de leur-même, des ruminations dépressives. Et quand vous donnez la psilocybine, c'est en bas ici, ça change radicalement. Et c'est ce centre aussi, le contexte préfrontal, qui est impliqué dans ce réseau-là. Donc, et voir la même chose ici en bas avec le MDMA. Donc, on constate une modification dramatique de cette connectivité au niveau cérébral avec les substances psychédéliques. Et la même chose, on voit aussi avec l'autre zone qui m'intéresse, le DACC, qui a aussi été testé dans ces analyses. Et là aussi, on voit avec l'ayahuasca, ça modifie la connectivité, ce noyau-là aussi. Donc ça va un peu dans cette confirmation de mon hypothèse que le recontextualization déficit est inversé ou normalisé par les psychédéliques. Donc on arrive à cette synthèse en quelque sorte où je mets en avant à nouveau l'idée de la dissociation avec la division entre le ANP, Apparently Normal Part, qui se dit en quelque sorte le message au quotidien, tout ce que je peux faire, c'est de survivre. C'est le mode de survie des gens qui vivent une vie apparemment normale, mais une bonne partie de leur énergie est absorbée à garder un équilibre, l'intrusion traumatique qui est présente sous forme de emotional part, la partie émotionnelle. Et le EP, la partie émotionnelle, elle est en train de se dire le trauma n'est pas fini. Je ne suis pas arrivé dans le contexte sécure d'aujourd'hui. Et donc, les patients qu'on a, en principe, sont quelque part sur ce continuum. Et pendant une séance thérapeutique, on doit s'attendre à tout, avoir une séparation dans les parties dissociatives. Donc, on peut vivre ça, et c'est tout à fait normal, mais aussi on peut vivre que tout d'un coup, les parties INP et EP vont commencer à se parler et en quelque sorte faire la paix entre eux. Donc, on peut avoir les deux états selon le déroulement d'une séance, vers la fin, vers le milieu, au début. Souvent, un bad trip, ça correspond à l'émergence d'un épée qui, en quelque sorte, surcharge les capacités intégratives pendant la séance du ANP qui est présente. Donc, j'ai résumé ça dans cette énumération ici. En principe, il faut faire une vérification phénoménologique ou comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe actuellement chez le patient et surtout se poser la question, est-ce qu'il y a des parties séparées, est-ce que le separateness,
ou est-ce que les parties sont dans une vision d'ensemble, ils sont dans une vision holistique, intégrative? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et je ne dis pas qu'il y a du faux ou du juste ou du faux dans cela, mais il faut juste le lire et accompagner le patient dans l'exploration et de le processus qui va plutôt partir de la séparation dissociative vers l'intégration holistique du trauma, en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle co-consciousness. Hein. Je suis conscient du présent et je sais qu'il y a des choses du passé qui sont passées, mais je sais aussi qu'il y a de la sécurité maintenant, en quelque sorte. Donc, on met toutes ces évidences ensemble pour une vision holistique, réparateur et intégrative. Et seulement si on arrive à réaliser ce qui s'est passé et intégrer, on peut parler de guérison, en quelque sorte. Mais, comme je dis, avec ces approches, on peut aller vers la guérison. Une phrase importante aussi dans la psychotraumatologie est « integration's never finished ». Donc, c'est un processus qui dure toute la vie jusqu'à notre mort, qu'on va être défié, on va être challengé de faire face à des questions et des existentielles. Donc, ce n'est pas géré une fois pour toutes avec une séance, mais c'est un processus qui va continuer de l'intégration de notre trauma existentiel en quelque sorte. Donc, juste pour la fin, juste une idée importante dans les thérapies psychédéliques, ce n'est pas seulement soigner le patient, la patiente en souffrance, mais aussi en reconnaissant en quelque sorte toute la société, globalement, elle est en souffrance, comme j'ai essayé de montrer avec les statistiques. Et qu'il ne s'agit pas juste de soigner un individu, mais de tenir compte que tout le système en quelque sorte est en souffrance. Et ça, c'est aussi une des motifs, par exemple, de la Mind Foundation à Berlin, de se dire on veut utiliser l'expérience psychédélique pas seulement pour soigner l'individu, mais parce qu'on veut amener un changement profond dans la société en général. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont aussi là parce qu'il y a l'espoir aussi d'amener du renouveau et de la transformation au niveau sociétal. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui restera à l'approche psychédélique, c'est pour moi, globalement, il y a plusieurs approches psychothérapeutiques qui se posent cette question, quelle est l'image prédominante de l'être humain? Donc, est-ce que l'être humain est un prédateur, comme on essaie de nous faire croire, ou est-ce qu'il y a aussi, l'être humain est aussi source de joie et d'extase, et qu'on est capable de bien s'entendre et collaborer, hein? Et donc, je pense qu'il n'y a pas de vérité simple là derrière, il y a toutes facettes de vérité sont valables, mais je trouve que c'est surtout important d'avoir la flexibilité mentale. Et ça, c'est aussi fait partie de l'expérience psychédélique, qu'on arrive à changer le regard sur les croyances sociétales aussi, et sur nous-mêmes, bien sûr, en tant qu'individu. Donc moi, je dis, ce n'est pas seulement l'approche psychédélique qui fait ça, il y a d'autres approches comme la communication non violente qui va dans cette voie, mais aussi d'autres types de thérapies comme la thérapie par l'acceptance et le commitment, hein, pour donner quelques exemples. Et maintenant, j'arrive à la fin et j'ai beaucoup été inspiré dans mon projet de recherche sur le burn-out professionnel qui, pour moi, est une autre version de la dissociation traumatique collective, la violence au travail, de David Graeber, qui malheureusement est décédé l'année dernière et qui nous a laissé cette jolie phrase sur l'effort individuel et collectif à entreprendre, oui ou non, quand on se lève le matin, de se demander pourquoi on se lève et dans quelle direction on veut aller et que chacun porte un bout de potentiel et de responsabilité pour cela. Merci pour votre attention et je suis donc maintenant à la fin de ma présentation et j'attends les questions. Voilà, merci beaucoup, Ansgar, pour cette présentation très intéressante. Et merci aussi de nous avoir parlé de ce sujet assez difficile du trauma et aussi des choses peut-être pas très populaires comme les expectancy bias et les publication bias. C'est vrai que ce sont des très nouvelles thérapies et on a la tendance de penser que c'est des miracles.
Mais en fait, il faudra être un petit peu plus... oui, il faut moins croire que c'est des miracles et plus croire que c'est de la science. Alors, merci encore. Gaël, est-ce que Oui, on a des questions sur le chat? ouais, il y a une dizaine de questions. Merci beaucoup pour ta présentation déjà. Alors, j'avais une première question de Martin. Tu parlais au début de MDR et voulais savoir si tu pouvais expliquer un peu plus ce fonctionnement et aussi si c'était utilisable en synergie avec les thérapies psychédéliques. Donc, l'idée de combiner l'EMDR avec les thérapies psychédéliques. Et définir le MDR aussi pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et le EMDR, ça s'appelle Eye Movement Desensitization Reprocessing. C'est une manière d'exposer la patiente, le patient à un trauma de manière assez systématique et en même temps amener une distraction par une stimulation bilatérale alternante. Souvent, c'est par les yeux, mais ça peut aussi être un son sur un écouteur ou alors une stimulation tactile pour, en quelque sorte, à mon avis, distraire la mémoire de travail. Parce que la mémoire de travail, quand on va en contact avec un vécu traumatique, comme j'ai montré, l'amygdale, elle va s'enflammer et ça empêche par la suite le traitement de l'information. Et avec la distraction pour la mémoire de travail, en quelque sorte, on oblige un peu le système à se freiner, à se calmer. Et par cela, on arrive à mettre d'autres informations qui sont déjà présentes chez le patient, de toute manière, à se mêler pendant l'exposition. Et comme ça marche assez bien. Je trouve que l'EMDR est vraiment une grande avancée dans la thérapie des traumas. Maintenant, je pense que la combinaison entre l'EMDR et les traitements psychédéliques n'est pas une si bonne idée parce que c'est trop directif, à mon avis. L'EMDR va vraiment aller chercher le trauma à un moment précis, on y va, ce qui est voulu. Mais je pense que les thérapies psychédéliques, il faut plutôt laisser aller, laisser venir le trauma ou le contenu que le set du patient veut produire et veut traiter sur le moment donné. Donc, je pense, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on pourrait le combiner, mais peut-être un jour, on aura d'autres avis là-dessus. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question de Jean qui demande ton avis sur l'association MAPS, ce que tu en penses, sur ce qu'ils font. Bien sûr, MAPS, c'est important parce qu'ils ils ont œuvré pendant plusieurs décennies de manière persévérante. C'est très précieux le travail qu'ils ont fait. Donc, je porte beaucoup d'admiration, de respect et de reconnaissance pour MAPS. J'ai pas d'autre avis. Moi, je sais que maintenant, ils sont en train d'œuvrer pour former un maximum de personnes. Ça, je trouve très, très important de bien former les thérapeutes. Euh, mais je peux pas dire plus sur Maps, mais je sais qu'ils ont œuvré comme beaucoup d'autres pendant très longtemps, pendant des périodes et beaucoup de vent en face. Et je trouve on est tous là aussi parce que Maps a fait ce travail pendant longtemps. D'accord. Alors, j'ai une question de Maeva qui demande ton avis sur le microdosing qu'on entend beaucoup parler actuellement. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, on en parle beaucoup. Je ne suis pas un expert de ça. Moi, je trouve un peu... euh, chacun doit, je sais pas, chacun doit trouver son approche en quelque sorte. Moi, je ne connais pas ça très bien. Je suis toujours un peu étonné de vouloir quelque chose prendre souvent, voire régulièrement, par rapport au paradigme principal de l'approche psychédélique où on fait une séance intense toutes les quelques mois en quelque sorte. Et l'intervalle, on va travailler dans la conscience normale pour essayer d'intégrer ça au mieux. Donc, le microdosing, on se demande aussi si c'est un effet placebo peut-être parce que les gens savent qu'ils ont pris quelque chose, ils sont attentifs, ils ont plus de conscience. Je ne peux pas me permettre un avis là-dessus, je ne connais pas trop bien, mais voilà, il y a pas mal de recherches qui se font en ce moment. Peut-être on pourra en dire plus d'ici quelques mois ou quelques années. D'accord. Alors, une question de Roland Rodriguez qui dit qu'on voit un retour de la psychologie de l'inconscient et qui veut savoir si on est conscient ou non sous LSD. Si on est conscient ou non sous LSD. Oui, c'est Oui, la question.
C'est une conscience modifiée. C'est la conscience, elle est là, mais elle est différente que la définition de la conscience modifiée. C'est une conscience, mais qui est différente de l'état normal. Mais on est conscient. On n'est pas en anesthésie, on ne dort pas, on ne rêve pas. On est conscient, mais c'est une conscience modifiée, oui. Très bien. Une autre question de Jean par rapport à la méditation avec l'expérience psychédélisme. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, c'est très proche, hein, la méditation. Et souvent, on dit qu'on n'a pas besoin de prendre de telles substances si on a une culture de méditation bien ancrée, bien régulière, bien profonde. On arrive à aller dans le même espace mental et je veux bien le croire. Et en effet, il y a des gens qui prônent clairement qu'on n'a pas besoin d'ajouter une substance pour aller dans cette exploration-là. Donc voilà, il y a beaucoup de liens. Il y a aussi des études qui lient l'un avec l'autre. Il y a cette étude sur la psilocybine et la méditation en Suisse qui a été publiée l'année dernière, qui a des résultats prometteurs, que ça augmente, ça multiplie, ça facilite un peu l'effet des deux. Donc en effet, je pense on est dans cette culture d'élargir l'horizon de la conscience. On est aussi dans cette approche d'autres cultures spirituelles, holistiques, d'élargir la conscience. Et donc, on n'est pas obligé de prendre des substances pour ça. Très bien. Une question de Maxime. On parlait des processus difficiles pendant les séances et justement comment se baser par rapport à la non-intervention dont tu parlais tout à l'heure, justement pendant ces périodes difficiles de séance. Donc, si la personne a un vécu pénible, on essaie de lui montrer qu'on est présent, qu'on l'accompagne, qui est un garant de présence et de bienveillance, mais on va pas commencer à contre-argumenter ou lui dire que c'est pas vrai ou il se raconte des histoires ou on va pas normalement on l'encadre, on a une présence psychique et physique à le tenir, à l'encadrer de manière bienveillante, mais on va pas aller dans la contre-argumentation vis-à-vis d'un tel état. Oui. Très bien. Ce qui est très important de rappeler aux gens quand ils sont dans un tel état, c'est de rappeler ça va passer. Hein. C'est lié à l'intoxication, c'est la présence d'une substance dans le psychisme qui fait qu'on vit des choses intenses et que ça peut être bouleversante, mais ça va s'arrêter sans qu'on fasse grand-chose. En principe, il suffit d'attendre et expliquer à la personne, reste ici avec nous et ça va se calmer sans qu'on fasse grand-chose d'autre. Parfois, il y a des médicaments peut-être qu'on devrait avoir à disposition, plutôt les benzodiazépines. Mais voilà, normalement, on essaye de juste faire jouer le facteur temps parce qu'on sait que ces états vont se normaliser normalement sans qu'on fasse rien. D'accord. Alors, je rebondis justement sur ces traitements médicamenteux dont tu viens de parler. Il y a Henri qui veut savoir si ça peut être complémentaire justement avec les thérapies psychédéliques. Quoi exactement complémentaire? Un traitement médicamenteux j'ai posé la question exactement. Les traitements médicamenteux actuels contre la dépression chronique, est-ce que c'est cumulable avec une thérapie psychédélique? D'accord. Comme je comprends la question, c'est la question d'une co-médication permanente avec un antidépresseur, par exemple. Parce que beaucoup de ces personnes, bien sûr, ils ont une médication de longue date, notamment avec les antidépresseurs, bien sûr, parce qu'ils vont très mal et qu'ils veulent se trouver un soulagement. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire cette thérapie. Mais en ce moment, euh, on n'a pas encore suffisamment de données pour vraiment dire que c'est une bonne idée, ou on a plutôt des données qui disent que les effets des psychédéliques vont être affaiblis si la personne prend en même temps un traitement antidépresseur depuis longue date, parce que ça modifie un peu l'équilibre des récepteurs et on a l'impression que le traitement ne marche pas très bien. Donc, actuellement, dans les protocoles de recherche et dans les thérapies autorisées en Suisse,
une revendication, un facteur d'exclusion et qu'on dit que la personne ne devrait pas prendre un traitement antidépresseur parce qu'on a l'impression de ne pas savoir où on va avec cette comédication. Et ça, c'est pour beaucoup de patients vraiment, vraiment très, très pénible. Hein. Parce qu'il y a des patients qui viennent en thérapie, qui ont quelques milligrammes d'antidépresseurs, et qu'on leur dit qu'il faut l'arrêter et qui vont vraiment faire des gros efforts pour le faire et parfois ils n'arrivent pas parce que c'est trop, trop difficile. Hein. Et ça, vraiment, il faut savoir que ça peut être un obstacle majeur. D'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais je vais en prendre encore quelques-unes dans l'ordre. Cynthia voudrait savoir la pertinence et ou le risque associé d'une thérapie psychédélique avec une dépression ou des troubles post-traumatiques chez des personnes neurodivergentes qui ont des troubles de l'attention, par exemple. Là aussi, il manque des données sur des cas spécifiques. Hein. En ce moment, on fait des recherches, depuis quelques années, on fait des recherches où on inclut des gens qui ont, si possible, seulement une problématique bien définie et que tous les cas spécifiques, on les exclut parce qu'on veut avoir des échantillons de recherche propres, en quelque sorte. Mais pour l'instant, on exclut donc beaucoup de personnes de ces approches parce qu'on ne le sait pas et tout simplement, on ne le sait pas. Et j'espère que la recherche va progresser et on va de plus en plus élargir les indications pour la recherche, mais aussi pour les thérapies, pour des gens qui ont d'autres problèmes. Hein, parce que ça serait bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir inclure un maximum de personnes pour ces thérapies. D'accord. Alors, Maxime voudrait savoir si les psychédéliques peuvent être utilisés pour des traitements de personnes qui ont des troubles bipolaires. Oui, ça c'est aussi une bonne question, comme la question sur la dépression chronique médiquée, sous médication. Oui, non, le trouble bipolaire pour l'instant est une contre-indication stricte en ce moment. Donc, en ce moment, on craint, il y a des indices qui disent qu'on peut déclencher soit une phase maniaque ou une phase dépressive avec ce genre d'expérience et que pour l'instant, le trouble bipolaire est une contre-indication nette. Peut-être ça va changer avec le temps, mais pour l'instant, on manque de recul pour vraiment dire autre chose. D'accord. Et une question de Sarah par rapport aux différentes substances dont tu parlais que tu utilises pendant tes thérapies. Est-ce que tu pourrais donner un peu une fourchette des dosages que tu utilises pendant ces thérapies avec tes patients? D'accord. Donc, pour la MDMA, normalement, on va jusqu'à 2 mg par kilogramme de poids corporel. Je n'irai pas plus haut. Ça, c'est un peu la recommandation de se limiter à 2 mg par kilogramme de poids corporel pour le MDMA. Et pour l'LSD, je vais entre 150 et 300 microgrammes en quelque sorte. Souvent, la dose standard, c'est autour de 200 microgrammes. Et ça, c'est déjà une expérience assez profonde. Parfois, on prend moins et parfois, on prend plus. Pour la kétamine, j'utilise 120 mg per os et avec la formule galénique que j'utilise, ça donne des bons résultats qui sont bien gérables. Oui. Ok, super. Je pense que je vais encore prendre deux dernières questions et puis après on va arrêter parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, c'est toujours après sur des troubles que peuvent avoir des patients par rapport aux troubles alimentaires et les thérapies psychédéliques. Est-ce que ça peut aussi fonctionner? Trouble alimentaire, oui, à mon avis, c'est un trouble de l'apprentissage et acquis au cours de la vie. Donc, ces mécanismes d'apprentissage relationnel, attachement, lien avec son propre corps et même aussi avec l'entourage. À mon avis, il y a beaucoup de composantes traumatiques dans les troubles alimentaires. Il y a aussi un côté addictif dans le trouble alimentaire, des sortes d'automatismes comme dans les addictions. Donc, je pense que le trouble alimentaire a plutôt un bon profil pour qu'on puisse le traiter avec les psychédéliques. Oui. D'accord. Elle est une dernière question de Jacques. Comment tu combines la thérapie analytique et la prise d'hallucinogènes? La prise d'hallucinogènes est, à mon avis, elle est trans-axe thérapeutique, elle est trans-école, elle va au-delà
des écoles thérapeutiques. Je ne suis pas un spécialiste de l'approche analytique. Je pense que ça peut avoir du sens. Mais le grand challenge, le grand défi pour et le patient et le thérapeute, c'est d'ouvrir le cadre habituel, de penser out of the box et aussi le thérapeute doit en quelque sorte se défaire de certaines a priori et croyances. Ça concerne et le patient et le thérapeute, mais si cette ouverture, cette flexibilité est là des deux côtés, à mon avis, on peut y aller, mais le thérapeute devra avoir une bonne connaissance des mécanismes autour du trauma, de la dissociation et de l'attachement traumatique, à mon avis. Ok, bon. Allez, bah, je vais en arrêter là pour les questions. Désolé à ceux auxquels on n'a pas pu répondre, parce qu'on va, on va y passer un moment sinon. Kelly, je te laisse reprendre la parole. Merci en tout cas pour toutes ces réponses, Ansgar. C'était vraiment très, très intéressant. La modération des questions, c'était bien fait, merci. Merci. Oui, merci beaucoup, Ansgar. C'était très intéressant. Oui, alors si on n'a rien de plus à dire, avant de partir, j'ai quelques petites choses à vous dire. La première, c'est que notre prochain événement aura lieu le mardi 27 avril. Nous organiserons notre troisième Journal Club sur le thème de contact avec la nature en lien avec la thérapie psychédélique. Alors, restez à l'écoute pour ça sur notre page Facebook. Et pour finir, un très grand merci encore à Ansgar pour cette conférence fascinante. Et merci à Gaël pour la modération des questions et à Raphaël, on ne le voit pas, mais il est là dans le noir, pour l'animation de chat. Et oui, bien sûr, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur YouTube. Alors, voilà, si vous avez rien à ajouter, on pourrait dire bonne soirée ici. Et alors, oui, bonsoir à tous et merci encore, Ansgar. Merci encore. Merci à Au vous tous. revoir. Merci. Au revoir.